élément. Voilà. Je voulais dire à voir que le seuil est rituellement un lieu toujours très dangereux, du point de vue mythique, rituel. Et il y a plein de rituels et de mythes qui racontent et qui essayent de résoudre le problème du seuil, qui est toujours un lieu très très dangereux de passage entre une place et l'autre. Devo dire che la soglia è sempre un luogo molto pericoloso in tutte le religioni, dove ritualmente è necessario fare dei rituali, compiere dei rituali per passare da una parte all'altra, perché è un luogo pericoloso. Je veux simplement rebondir là-dessus. C'est pas seulement les religions, c'est quelque chose de tellement fondamental dans l'anthropologie, le folklore humain, que c'est encore présent dans des expressions qui semblent anodines, mais qui renvoient à cette réalité première. Quand on se lève du mauvais pied, et c'est comment il faut commencer l'année du bon pied, si c'est des choses très très réelles, et entrer dans une maison par du bon pied, du pied droit. Alors, évidemment, en attendant Godot, on commence par le pied gauche, et donc, c'est de mauvais augure, rien de bon ne peut sortir de ça. On tourne en rond plutôt c'est déjà l'enfer, en quelque sorte. C'est une sorte de biteau dont on ne peut pas sortir, parce que quand on commence par le pied gauche, on est pris dans une circularité infernale. Alors que c'est simplement la possibilité de faire de compléter le mouvement, mais en aller jusqu'au bout, mais en le commençant, je suppose, du bon pied qui peut promettre une certaine issue, mais il y a ce qui est peut-être plus mystérieux, c'est peut-être élaborer plus du contexte de Quignard, qu'est-ce que ça veut dire, ce retrait, ce qui devrait être le bon mouvement, et qui s'inverse alors qu'il est déjà entamé. Comment situer ça davantage? Moi, je crois effectivement que c'est très intéressant. À mon avis, je crois bien qu'il est un anti-Proust, comme d'autres l'ont dit. Ah. Est-ce qu'on veut une traduction? Oui. Dice che ci sono una serie di modi di dire, di proverbi nella cultura popolare, si dice alzarsi col piede giusto, alzarsi col piede sinistro, e soprattutto dico che alzarsi col piede sinistro è sempre un segno. Vuol dire sì, cominciare l'anno col piede giusto, eccetera, una serie di espressioni. E poi il piede sinistro come momento, cioè, che ci porta verso l'inferno, cioè di malaugurio, insomma, perché la sinistra è sempre di malaugurio, questo è il mio commento, qui bisognerebbe approfondire, sarebbe interessante. Poi che cosa dico? Et puis pour Quignard, c'est-à-dire pourquoi Quignard fait... Godot commence littéralement du pied gauche, du mauvais pied, donc comme si c'était nécessairement infernal, mais Quignard qui commence du bon pied et qui ramène le bon pied. Comment interpréter ça? Godot comincia col piede sinistro, quindi comincia male, e quindi mentre l'altro parte da un buon piede, ma lì bisogna vedere destra e sinistra come possono essere intesi. Oui, alors je crois qu'effectivement, il faut peut-être commencer par Proust, c'est-à-dire effectivement lorsque le héros fait ce pas en avant et il découvre, il se fait transporter par miracle dans le baptistère de Saint-Marc, il est clair que dans la suite du texte, on se rend compte que pour lui, c'est la vocation véritablement au sens étymologique, il est appelé à créer. Et il entre dans la vraie vie, et donc une confusion évidente entre l'entrée dans la vraie religion et donc pouvoir être appelé ou élu comme écrivain. Or, si on
maintenant on regarde Beckett. Beckett refuse tout à fait cette idée d'une vocation. Il refuse même l'idée de littérature. Pour lui, comme il le dit, mais dans toute son œuvre, il n'y a rien à exprimer, il n'y a rien à écrire. Simplement, on ressasse la même chose, mais il n'y a rien qui doit aboutir. C'est l'échec total. Écrire, c'est simplement parler de l'échec de l'écriture. Maintenant, Quignard, à mon avis, prend cette idée de ce salut par la littérature comme quelque chose de factice. Parce que lui non plus, il n'écrit pas une œuvre littéraire, il ne fait pas des romans, enfin, il s'est à la fin de romans, mais ses textes maintenant sont des fragments, des essais. Et alors, je crois qu'effectivement, lui, il croit que cette image de l'écrivain qui va se sauver en devenant, en se laissant baptiser par les autres, c'est une fausse image. Et je crois qu'en effet, il doit confondre toute cette idée de vocation et de belle écriture, parce qu'il se moque aussi de la belle écriture, comme quelque chose de presque politiquement correct, en fait. C'est qu'il vaut mieux rester soi-même avec le passé, parce qu'il se consacre beaucoup à l'époque latine tardive. Il revient en arrière, il refuse, il est païen en quelque sorte, il refuse la chrétienté et toute cette promesse. Je crois que c'est ça son intention. Madame Attani. Merci beaucoup. C'est qu'en vous écoutant, ça m'a fait penser à l'initiation. Parce que la question des seuils, c'est pas tant forcément parce que le seuil lui-même est dangereux que tout seuil provoque l'angoisse, une énorme angoisse. Et dans les sociétés initiatiques, justement, on ne franchit jamais le seuil tout seul. Comme dans le baptême, on a... Oui, pardon, je vais traduire. Ah, pardon. Sì, dice che la soglia è sempre, mi ha fatto pensare all'iniziazione, perché la soglia è sempre difficile da e crea angoscia nel superarla, e l'iniziato non passa mai la soglia da solo. Et donc, de la même façon que, par exemple, dans le christianisme, au moment du baptême, on a besoin d'un parrain et d'une marraine. Dans l'initiation, on a besoin aussi d'un parrain et d'une marraine. Allora, come nel battesimo c'è bisogno di un padrino e di una madrina per passare quella soglia, quel momento iniziatico, così per l'iniziazione si ha bisogno di un padrino e di una madrina. Et donc, sans eux, le passage est difficile. Parce que tout seul, on est angoissé avec l'incertitude et tout ça. Mais je finis rapidement en disant que effectivement, la lecture symbolique, parce qu'il y a différents niveaux de lecture, la lecture symbolique de ce que en psychanalyse on appelle fonction paternelle ou maternelle, dans les sociétés initiatiques, c'est lié à la pensée de la main. Vous avez parlé de la pensée par rapport au pied, mais la pensée maternelle, c'est par rapport à la main. Et on sait que de la même façon que le pied gauche est mal vu, la main gauche aussi est un peu mal vue. Sauf quand on se met à se laver les mains sous le lavabo. Alors on se rend compte que la main gauche lave la main droite et la main droite lave la main gauche. C'est le rôle du parrain. E c'est le rôle du troisième pied dont on parlait dans le Che nella cultura africana, sì, non è il piede ma è la mano, quella che simbolicamente viene a essere utilizzata per questo passaggio, e la mano sinistra è la mano del diavolo, sì, la sinistra sempre, la sinistra è considerata, scusa, finisco. La sinistra, quindi anche la mano sinistra è simbolicamente considerata negativa, però soltanto quando ci si lava le mani poi ci si rende conto che la mano sinistra lava la mano destra e quindi che c'è un interscambio. Et pour le pied,
C'est-à-dire que finalement, l'être humain, C'est come il padrino, c'est che pas ha avuto l'inizio. un bipède, c'est un tripède, le bâton. Voilà, c'est ça que je voulais. S'il y avait un psychanalyste, est-ce qu'il pourrait peut-être, M. Djibeli, justement, nous approfondir cette fonction de permission, d'exploration qu'implique la fonction paternelle, pas simplement par l'interdit, mais l'interdit permet justement d'explorer certains espaces et le bâton dans l'initiation, c'est le bâton, le troisième pied, qui permet de traverser l'angoisse. C'est ça que j'ai- Nell'iniziazione è il terzo piede, cioè il bastone dell'iniziazione che permette di superare questo interdiction. Monsieur Nicolescu. E l'interdizione è quello che poi permette di fare il salto in sostanza, questo voleva dire, è importante. Monsieur, je voudrais tout simplement vous dire que j'étais fasciné par votre analyse, par la rigueur de votre analyse. Et je voudrais vous indiquer une piste herméneutique. Probablement, vous avez déjà pensé à ça. C'est important, je vois qu'il s'agit du pied, et pas d'autre chose, pas la tête, pas la main. Voilà. È stata rimasta affascinata da questo suo intervento e dice che non è tanto la mano o la testa, ma è proprio il piede che ha una sua importanza ermeneutica. Parce que les pieds veut dire franchir. Et franchir. Il piede vuol dire superare, cioè Je voudrais passare. m'entretenir parce que. Et donc, ma question de piste herméneutique, est-ce que vous avez pensé à ces franchissements de la porte étroite dont parle l'évangéliste Matthieu, aussi l'évangéliste Luc, et qui semble relier un peu les trois cas exemplaires que vous avez cités? C'est une question. Se ha pensato alla porta stretta di cui parla Matteo nel Vangelo. Oui, j'ai pensé à beaucoup de choses autour de cette scène parce qu'en fait, la scène est accompagnée, enfin disons que si je parle de Proust par exemple, la scène est accompagnée d'une évocation du sésame, évocation aussi de la lampe magique d'Aladin, et puis il y a un livre qui a été effacé donc dans la version finale, que si on creuse un peu, on découvre ce livre, mais ce livre rappelle aussi la vocation de Saint-Augustin lorsqu'il entend dans le jardin à Milan « Tolle lege, tolle lege », il y a un livre justement qu'il faut ouvrir et puis on va découvrir sa vocation, sa conversion. Mais il faut aussi, je crois, réfléchir à cette différenciation entre les trois, c'est-à-dire, et je rejoins ce qu'avait dit Madame, pour Proust, effectivement, le tiers, si on parle de tiers caché ou tiers inclus, je ne sais pas, mais le tiers est quand même cette céleste nourriture qu'il reçoit à ce moment-là, quand il glisse, et donc il découvre la vraie vie. Alors, c'est ce tiers qu'Ignard refuse. Il dit « je n'en veux pas ». Et Beckett, encore entre les deux ou au-delà des deux, dit « il n'y a rien ». Il n'y a simplement rien, ce n'est même pas la peine d'accepter ou de refuser, rien n'existe. C'est là-dessus qu'il va falloir se diriger vers nos nourritures terrestres. Et voilà. Écoutez, on va se donner 1 heure de dîner, on appelle ça ici un dîner. Et on se retrouve pour la réunion du bureau. Donc ceux qui ne sont pas membres du bureau ont congé jusqu'à 15 heures. Hein? C'est plus 2h30, ce serait 15 heures. Oui. Okay. Voilà. Hein? 15 heures, c'est bien. À 3 heures, on reprend. La réunion du bureau est ici à 2 heures. Alle 2, quindi
14 heures pour la réunion du bureau et 15 heures pour la suite.